Bonjour à tous. Là, c'est la 4e conférence qu'on a organisée, que le PIR et la BAN organisent ensemble, conférence plutôt formation politique, sur comment décoloniser, comment établir un programme décolonial. Et puis pour cette 4e séance, on a l'honneur d'avoir Razmig avec nous qui va nous parler de race et environnement. Comment les questions du racisme sont liées aux questions de l'écologie, de l'environnement. Au début, on m'a dit plutôt, des gens m'ont dit « Tiens, mais c'est bizarre, d'habitude c'est pas ça. D'habitude on voit toujours à la rigueur race et classe, comment articuler ça, patati patata. Mais pourquoi race et environnement ?» Et bien ça rentre dans le cadre vraiment d'un programme décolonial. Si vous vous rappelez les premières séances qu'il y a et qui d'ailleurs sont accessibles sur internet, si vous n'avez pas eu l'occasion de les voir, on parlait de décoloniser la société, donc décoloniser l'ensemble de la société, suivant différentes thématiques. On avait parlé effectivement des questions économiques, des questions spirituelles, de l'éducation, l'école, des questions qui sont liées à l'héritage, à la transmission, à l'art, mais aussi l'environnement. Ça fait partie d'un des enjeux de la société, et si on veut décoloniser la société, il faut également l'aborder au travers de notre vécu sur cette question, de notre vécu, de nos différents vécus, en tant que personnes racialisées, et aussi comment apporter des solutions sur ces questions à partir de notre héritage. Voilà, je te laisse. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est bien naturel. Je suis ravi d'être là. C'est un grand plaisir d'avoir cette occasion de se rencontrer et de discuter. Les quelques analyses qui suivent, elles prennent place dans un livre qui est à paraître, je fais un peu de pub du coup, début mars. Qui défend, disons, un point de vue marxiste, marxisant, dans les débats en cours sur la crise écologique. C'est un livre qui s'intitule « La nature est un champ de bataille ». La nature est un champ de bataille, et il défend la thèse selon laquelle la nature n'est pas extérieure aux conflits sociaux, mais qu'elle en est en quelque sorte le produit. Et dans cet ouvrage, il y a un chapitre, le chapitre 1, qui porte sur la question du racisme environnemental. Et c'est ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter d'abord une sorte d'histoire de ce concept de racisme environnemental, vous en donner une petite définition, et puis j'essaierai ensuite d'en proposer un traitement un peu plus disons, théorique, en généralisant mon propos. Ce concept de racisme environnemental, il naît aux États-Unis, dans les années 80, fin des années 70-80, et dans des circonstances qui sont politiquement assez improbables et assez intéressantes. Voici comment. À l'automne 1982, donc au début des années 80, les habitants d'un comté de la Caroline du Nord, le comté de Warren, se sont mobilisés pendant 6 semaines environ contre l'installation d'une décharge de déchets toxiques. 4 ans plus tôt, en 1978, une entreprise de gestion des déchets industriels avait entreposé illégalement dans cette région, en Caroline du Nord donc, d'importantes quantités de biphénylpolychloré, le BPC, qui est une substance qui est utilisée notamment dans les transformateurs électriques et qui est utilisée également dans la peinture. Une fois découverte, cette substance illégale, l'État de Caroline du Nord décide d'acquérir un terrain pour les y enfouir. Plusieurs endroits sont envisagés et l'État de Caroline du Nord opte finalement pour un terrain à proximité d'une ville qui s'appelle Warrenton, une petite ville de Caroline du Nord. Les résidents du lieu, comme c'est souvent le cas dans ce genre de situation, s'y opposent donc à l'enfouissement des déchets à cet endroit-là, craignant pour leur santé, le BPC étant une substance cancérigène. Ils entament une action en justice pour empêcher que les déchets soient entreposés à cet endroit. 2 ans plus tard, le tribunal du district du coin rejette leur requête. C'est alors que la protestation prend une forme plus directement politique, plus directement extrajudiciaire, manifestations, sit-in, boycott, désobéissance civile, marche, meeting, coupure de route, etc., etc. Au départ, les arguments avancés par les protestataires contre la décharge
avait trait à la pollution de l'environnement au sol par le BPC et aux risques qu'il représente pour la santé des habitants. Mais à mesure que le mouvement s'est élargi et qu'il est devenu plus politique, les arguments ont progressivement changé de nature. Si l'État choisit d'enfouir ses déchets toxiques à cet endroit-là, affirmaient les résidents et affirmaient leurs alliés, c'est parce qu'ils vivent des Noirs, des pauvres et surtout des Noirs pauvres. Autrement dit, la décision d'installer la décharge à déchets à cet endroit-là a un fondement raciste. À l'époque, le comté de Warren, dont il est question, donc, est composé à 64% de Noirs, et la région immédiatement à proximité de la décharge, du lieu donc, l'est à hauteur de 75% de la population composée de Noirs. Les protestataires font remarquer à l'époque que cette injustice dans la localisation des déchets toxiques accourt non seulement en Caroline du Nord, à cet endroit précis, mais aux États-Unis plus en général. Et ceci depuis la fondation du pays, depuis les origines du pays. Autrement dit, les protestataires font remarquer que dans ces politiques de gestion de l'environnement en général et des ressources naturelles, l'État favorise systématiquement les populations blanches et les classes moyennes et supérieures qu'il a tendance, l'État, à préserver de ce type de nuisances, ce type de risques sanitaires. A l'inverse, les minorités, à savoir non seulement les Noirs, mais aussi bien sûr les Amérindiens, les Hispaniques, les Asiatiques, ainsi que bien sûr les pauvres, eh bien, assument la plus grande part des conséquences négatives de la production industrielle. Aujourd'hui encore, on constate par exemple que les amendes infligées par l'État pour traitement non conforme des déchets s'élèvent aux États-Unis à 5 fois plus dans le cas où elles sont proches de quartiers blancs que lorsqu'elles sont proches de quartiers noirs ou hispaniques. Donc l'État est plus répressif dans le cas des quartiers blancs. Donc l'action protectrice de l'État dans ce domaine, peut-on dire, n'est pas la même selon les catégories de la population qui sont concernées. Cette discrimination raciale, elle n'est pas forcément directement intentionnelle de la part des pouvoirs publics, même si elle l'est souvent, mais, faut remarquer les protestataires, elle a un caractère systémique, c'est-à-dire qu'elle procède d'une logique qui est en partie en tout cas, indépendante de la volonté des individus qui mettent en œuvre ces politiques. On va y revenir. Cet épisode de Warren County, donc dans la Caroline du Nord, c'est l'acte de naissance de ce qu'on appelle depuis le mouvement pour la justice environnementale. Le mouvement pour la justice environnementale. C'est le point de départ d'un cycle de protestations de longue durée, dont l'une des expressions est née aux États-Unis, mais qui dispose également d'importantes ramifications internationales, et dont la principale caractéristique de ces protestations, c'est de mettre en rapport le social, classe, genre, race d'un côté, et la nature et l'environnement de l'autre. Ce mouvement pour la justice environnementale, il interagit avec d'autres courants écologistes contemporains, par exemple ce qu'on appelle le mouvement pour la justice climatique, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Le mouvement pour la justice climatique, il établit un lien entre la crise climatique et les inégalités nord-sud, la logique centre-périphérie. Parmi ces revendications, à ce mouvement se trouve notamment la reconnaissance de ce qu'on appelle la dette écologique, qui est contractée par les pays du Nord envers ceux du Sud, tout au long de la période coloniale et postcoloniale. On pourra revenir, si vous le souhaitez, sur cette question de la dette écologique, qui est tout à fait centrale dans les revendications de certains mouvements écologistes aujourd'hui. Le mouvement pour la justice environnementale, quant à lui, il porte sur le changement climatique et ses effets, mais aussi sur l'environnement plus en général. Il inclut la gestion des déchets toxiques, comme on vient de le voir, les pollutions, l'accès à ce qu'on appelle les aménités, c'est-à-dire les parcs naturels, les plans d'eau, les forêts, la sécurité au travail, etc. La spécificité de ce mouvement, c'est qu'il pose la question des inégalités face à l'environnement, non seulement à l'échelle globale, comme le mouvement pour la justice climatique, mais plus spécifiquement à l'échelle des États-nations modernes, les États-Unis par exemple. Ces inégalités sont en fait inhérentes à la constitution des États-nations modernes, mais elles ont été rendues invisibles au cours de l'histoire du fait de la plus grande visibilité ou saillance d'autres types d'inégalités, de la faible prise en considération des questions environnementales, notamment par le mouvement ouvrier, et aussi par l'idée qui est inhérente, disons, à l'idéologie moderne capitaliste, selon laquelle la nature serait un bien universel qui serait accessible à tous, sans distinction de classe et sans distinction de race. À y regarder de plus près, et c'est un peu mon propos aujourd'hui, eh bien rien n'est plus contraire à la réalité. En d'autres termes, il existe des inégalités face à la nature, et il existe des inégalités face à l'environnement. Ce que je me propose de faire, c'est faire un peu un tour d'horizon de l'ensemble.
l'ensemble de ces inégalités. Le mouvement pour la justice environnementale est issu non du mouvement écologiste ou du mouvement environnementaliste qui naît dans les années 50 ou qui apparaît à la fin du 19e siècle selon les périodisations, mais ce mouvement pour la justice environnementale, il est issu du mouvement des droits civiques aux États-Unis. Il est une bifurcation assez inattendue sur le plan historique, assez contingente, du mouvement des droits civiques qui est survenu dans le dernier tiers du XXe siècle, à une époque où le mouvement des droits civiques aux États-Unis est en relative perte de vitesse. Comme le mouvement des droits civiques, ce mouvement pour la justice environnementale, il apparaît et se développe d'abord dans le sud des États-Unis, pour ne se diffuser à l'ensemble du pays que dans un second temps. Les modes d'action que met en œuvre ce mouvement pour la justice environnementale sont largement inspirés du mouvement des droits civiques. Comme je l'ai dit, sit-in, boycott, marche, coupure de route, etc. Tout ça, c'est, comme vous le savez, la marque de fabrique du mouvement des droits civiques. La première génération de leaders du mouvement pour la justice environnementale est d'ailleurs pour beaucoup issue à l'origine de celui des droits civiques. La question de la gestion des déchets s'était d'ailleurs déjà manifestée au sein du mouvement des droits civiques, vous le savez peut-être. La veille de son assassinat, en avril 1968, Martin Luther King était allé soutenir une grève des éboueurs à Memphis. Grève des éboueurs dont la plupart des protagonistes étaient noirs. Et ces éboueurs protestaient contre la dangerosité et l'insalubrité de leurs conditions de travail, ainsi que contre les bas salaires. Les origines du mouvement pour la justice environnementale sont là, exactement, dans l'un des derniers actes politiques de Martin Luther King. Ce mouvement pour la justice environnementale, c'est aussi le point de départ d'un cycle d'élaboration intellectuelle, d'élaboration théorique extrêmement fécond. En 1987, donc quelques années après les épisodes que je viens de relater, dans le sillage donc des événements de Warren County et d'autres mobilisations du même type, paraît une étude, un rapport, qui va faire grand bruit. Ce rapport s'intitule Toxic Waste and Race in the United States, déchets toxiques et race aux USA. C'est une étude sociologique et géographique. Et cette étude, elle établit pour la première fois, disons analytiquement, géographiquement, sociologiquement, ce que les manifestants de Caroline du Nord avaient observé sur le terrain, à savoir que la race est un facteur explicatif, et dans bien des cas, le principal facteur explicatif de la localisation des décharges toxiques aux États-Unis. Autrement dit, si vous voulez savoir où un stock de déchets donné a le plus de chances d'être enfoui, démontre statistiquement cette étude, demandez-vous où vivent les Noirs, les Hispaniques, les Amérindiens et autres minorités raciales, demandez-vous par la même occasion où se trouvent les quartiers pauvres, car c'est là que ces déchets ont le plus de chances d'être enfouis, statistiquement. Cette étude que je viens d'évoquer, elle a été commandée par une église progressiste noire, qui porte le nom, qui existe toujours, qui porte le nom de United Church of Christ, qui était une église déjà très active dans le mouvement des droits civiques depuis les années 50. Dans le mouvement pour la justice environnementale, comme d'ailleurs dans le mouvement des droits civiques, les églises jouent évidemment un rôle absolument crucial, les églises noires. Les Noirs ayant été dépossédés de toute institution politique autonome aux États-Unis depuis la période de l'esclavage, eh bien les églises ont une fonction, disons, organisatrice de l'émancipation. Elles sont, en d'autres termes, des vecteurs de lutte, des moyens d'organisation. Et, comme on le voit, certaines de ces églises se trouvent à l'avant-garde des problématiques écologiques et environnementales elles-mêmes. Cette étude de l'United Church of Christ, donc qui est de 1987, elle met en évidence pour la première fois l'existence d'un racisme environnemental. Et c'est là que naît cette notion, la notion de racisme environnemental. Environmental racism est le terme anglais exact. Cette expression, qui est promise à une importante postérité, elle apparaît donc dans cette étude pour la toute première fois. Aujourd'hui, elle fait l'objet d'élaborations qui sont aussi bien universitaires, académiques, il existe des études sociologiques et statistiques sur la question, et des élaborations plus politiques. Cette notion de racisme environnemental, elle a été forgée par un révérend de cette église que j'évoquais, un révérend qui s'appelle Benjamin Chavis, C-H-A-V-I-S, qui a coordonné le rapport sur le lien entre la race et les déchets toxiques, et qui était à l'époque directeur de la commission pour la justice raciale de cette église que j'ai évoquée. Chavez, c'est une figure du mouvement des droits civiques. Il a été à l'origine un compagnon de route de Martin Luther King lui-même. Il a travaillé avec Martin Luther King. Et Chavez a également présidé dans les années 90 la National Association for the Advancement of Colored People, NAACP, qui est une des organisations importantes
aux États-Unis des Noirs, qui était notamment cofondé par W.E.B. Du Bois, qui est une figure importante de l'émancipation des Noirs aux États-Unis au début du XXe siècle. Chavez, donc, incarne d'une certaine manière la continuité, dans sa trajectoire militante, existant entre le mouvement des droits civiques, Martin Luther King notamment, et d'autre part la question de la justice environnementale. Que ce mouvement pour la justice environnementale soit à l'origine une émanation du mouvement des droits civiques s'explique bien sûr, comme je l'ai suggéré, par la centralité de la question raciale au sein du mouvement des droits civiques, mais cela s'explique également par l'absence à peu près complète de prise en considération de cette dimension raciale par les organisations environnementalistes américaines traditionnelles. Voici un autre exemple qui le démontre. Au milieu des années 85-86, la mairie de Los Angeles, en Californie, décide d'installer un incinérateur à déchets dans le quartier pauvre de South Central, à majorité noire et hispanique, un quartier très connu. Ce projet d'installation d'un incinérateur à déchets, affirment les autorités de Los Angeles, contribuera au développement du quartier et générera également des emplois pour les quartiers pauvres du coin. Un rapport sur l'impact environnemental de cet incinérateur prévoit toutefois le rejet de substances toxiques, les dioxines en particulier, qui sont elles aussi cancérigènes, qui entraîneront, dit ce rapport, des conséquences sanitaires potentiellement graves pour les personnes qui vivent à proximité, noires et hispaniques en particulier. Comme à Warren County, les résidents de ce quartier de South Central se mobilisent pour faire échouer le projet d'installation. Pour mettre sur pied une coalition, ils prennent contact avec des représentants des plus importantes organisations écologistes du pays, des États-Unis. Aux États-Unis, ces organisations écologistes les plus importantes sont connues sous le nom de Group of 10 parce qu'il y en a 10. Le Sierra Club, le WWF, The Wilderness Society, etc. Il y a une dizaine de grosses organisations environnementalistes. Ces organisations environnementalistes, elles se situent à mi-chemin entre le lobby et l'organisation de masse. Il s'agit pour certaines d'associations assez anciennes. Le Sierra Club, qui est l'une des plus anciennes, a par exemple été fondé par un certain John Muir, qui est souvent présenté comme le père de l'écologie américaine, à la fin du XIXe siècle. Donc il s'agit de très vieilles organisations. Et le Sierra Club compte à l'heure actuelle plus d'1,5 million de membres, et son objectif, comme l'indique sa feuille de mission, la feuille de mission du Sierra Club, c'est, je cite, d'explorer, de jouir et de protéger les lieux sauvages de la planète. Les lieux sauvages, wild places, wilderness, de la planète. Ces associations du Group of 10 refusèrent de se joindre à la coalition des résidents de South Central. Ils ont refusé de prendre part à cette lutte contre l'incinérateur à déchets. L'installation d'un incinérateur à déchets en milieu urbain, ont répondu donc ces associations du Group of 10, n'est pas un vrai problème environnemental. C'est un problème de santé publique, ont-elles répondu. Non qu'elles aient été nécessairement favorables à la construction de cet incinérateur, mais ce qu'elles ont répondu, c'est que s'y opposer n'entrait simplement pas dans leurs activités, dans leurs prérogatives. Cet épisode n'est en fait pas le premier où les rapports de classe et où les rapports de race frappent à la porte de l'environnementalisme américain dominant et où celui-ci refuse d'ouvrir ses portes. En 1972 déjà, donc 10 ans avant, sous la pression du mouvement des droits civiques et d'autres mouvements contestataires de l'époque, des années 60-70, ce même Sierra Club mène une enquête parmi ses membres pour déterminer s'il souhaite que l'association développe des politiques qui sont spécifiquement destinées aux pauvres et aux minorités raciales. 2 tiers des membres du Sierra Club répondent par la négative. L'argument qui a été couramment avancé à l'époque, c'était que la nature est un bien universel, dont tout le monde peut jouir sans distinction, et par conséquent mettre en œuvre des politiques spécifiques à certaines populations contredirait ce caractère, entre guillemets, transcendant ou universel du rapport entre l'homme et la nature. À cette même occasion, ce même Sierra Club a conduit un recensement de ses membres, et il s'avéra que l'écrasante majorité des membres du Sierra Club, et ça vaut pour les autres organisations du Group of 10 également, étaient blancs et de classe moyenne supérieure. Les comités exécutifs des associations du Group of 10 ne comptaient à l'époque aucun représentant de minorité raciale. C'est ce que le sociologue noir Robert Bullard, qui est l'un des intellectuels proches du mouvement pour la justice environnementale, appelle l'élitisme environnemental des mouvements écologistes dominants. Cet épisode de South Central, il est symptomatique à plusieurs titres.
L'environnement passe pour être étranger aux rapports de force sociaux et aux rapports de force raciaux. En fait, si on y réfléchit 2 minutes, c'est la plus politique et la plus racialisée des entités. L'environnement ou la nature sont des concepts de classe qui, incluant certaines problématiques, en excluent par là même d'autres. Ainsi, pour l'environnementalisme et l'écologie dominante, aux États-Unis mais ailleurs également, je vais y revenir, les problèmes de santé publique suscités par l'installation d'un incinérateur dans un quartier populaire ne sont pas des vrais problèmes environnementaux. Un problème environnemental digne de ce nom prend place, comme le suggère la feuille de mission du Sierra Club que j'ai citée, dans les wild places, la wilderness, c'est-à-dire dans la nature sauvage, supposée intacte qui est détruite ou souillée par l'homme, et que ces associations du Group of Ten se proposent de rendre à sa pureté originelle, en quelque sorte. Et cette conception de l'environnement et de l'écologie, forcément, exclut d'emblée de la catégorie des vrais problèmes environnementaux les questions urbaines, la division ville-nature étant déterminante au sein du mouvement environnementaliste dans la plupart des pays occidentaux. Or, l'élément important, c'est qu'aux États-Unis comme ailleurs, c'est dans les villes, dans les centres-villes ou dans les périphéries des villes, les grandes villes, les grands centres urbains, que se concentre l'essentiel des catégories populaires et l'essentiel des minorités non raciales. Donc la barrière qu'érigent les organisations du Group of Ten entre la nature d'un côté et le social, c'est aussi forcément une barrière entre le rural et l'urbain. Ce qui relève de l'un, le rural, ne saurait relever de l'autre, et inversement. Ce que cherche au contraire à faire le mouvement pour la justice environnementale depuis les années 80, c'est d'abattre cette barrière. Il s'agit d'un mouvement qui est résolument enraciné en contexte urbain, ce mouvement pour la justice environnementale. Alors le racisme environnemental, ce n'est pas un phénomène uniquement états-unien, loin s'en faut. La logique de ce racisme environnemental se déploie sous des formes diverses aux 4 coins de la planète depuis les origines de l'époque moderne. Il en existe une expression de ce racisme environnemental, par exemple en Grande-Bretagne, qui épouse toutefois les contours de l'histoire nationale spécifiquement britannique. Et c'est ce qu'on appelle en Grande-Bretagne le racisme rural. Le racisme rural. Historiquement, ce que les Britanniques appellent le countryside, la campagne, pourrait-on dire, c'est un élément déterminant dans la construction de l'identité des classes dominantes anglaises, dans l'expérience de ce que ces classes appellent Englishness, le fait d'être anglais, de souche, pourrait-on dire. La gentry, c'est-à-dire l'aristocratie terrienne, s'est construite dans un certain rapport à la nature, qu'elle soit si fortement identifiée à la propriété terrienne, cette gentry, sur le plan économique aussi bien que culturel, s'explique en partie par ce rapport à la nature. Les classes populaires britanniques, mais aussi les peuples de l'Empire, qui sont devenus ensuite des minorités ethno-raciales, sont exclus de ce rapport privilégié à la nature. Une situation qui se perpétue jusqu'à ce jour. De se familiariser avec une nature à laquelle elles sont habituellement étrangères, et de rompre ainsi également le lien, disons, exclusif qu'entretiennent les classes supérieures blanches avec cette nature supposée intacte. Et c'est également l'occasion, pour ces minorités ethno-raciales, de s'adonner à des activités comme le jardinage culturel, par exemple. Une activité très intéressante, qui me semble-t-il, qui permet à des personnes originaires d'un pays de cultiver des plantes qui en proviennent de ce pays d'origine, et ainsi, via la nature, via ce jardinage culturel, de renouer ou de reconstruire une sorte de contact avec le pays des origines, qui passe donc par une conception différente de ce que c'est que l'environnement et la nature, en rapport avec une identité d'origine. Des inégalités environnementales de ce type sont également à l'œuvre en France, même si, comme toujours sur ce thème, les enquêtes qui les concernent sont nettement moins nombreuses et la connaissance est donc beaucoup plus lacunaire que dans le monde anglo-saxon. Ces inégalités, elles se manifestent par exemple dans un cas bien connu, qui est le cas du saturnisme, dont vous avez certainement entendu parler, qui est un cas d'injustice environnementale criante. Le saturnisme, donc, c'est une maladie ancienne qui refait toutefois son apparition à Paris dans les années 80, comme vous le savez peut-être. Le saturnisme, il ne ressurgit pas n'importe où. On l'observe principalement dans l'habitat ancien dégradé, du type de celui que l'on trouve dans les quartiers les plus populaires des grandes villes, à Paris par exemple. Les catégories de la population qui sont affectées par ce mal, le saturnisme, sont celles qui résident dans ces immeubles dégradés, principalement à cette époque, des immigrés africains subsahariens. Une enquête menée en 2002 pour le compte de la mairie de Paris recense plus d'1 millier d'immeubles insalubres dans la capitale, c'est 2002 ça,
80% des personnes qui y habitent dans ces immeubles insalubres sont des immigrés, dont un tiers de sans-papiers. Il s'agit évidemment d'une population très pauvre, le revenu mensuel de 40% de ces personnes étant de moins de 300 € par an. C'est surtout le saturnisme infantile qui apparaît dans les années 80, ou qui réapparaît dans les années 80. Ce saturnisme, il provoque chez l'enfant en bas âge des troubles neurologiques ainsi que des anomalies du développement. Sa cause, c'est l'intoxication des enfants par le plomb. Les peintures employées dans les immeubles contenaient autrefois du plomb jusqu'au milieu du XXe siècle, avant que son usage soit interdit. Dans les bâtiments qui n'ont pas été rénovés depuis, le plomb, évidemment, s'y trouve toujours. Et c'est l'absorption des écailles et des poussières de peinture qui provoque le saturnisme. Donc vous voyez que l'air que l'on respire a une teneur éminemment politique. La qualité de l'air est d'autant plus mauvaise que l'on se situe au bas de l'échelle des inégalités environnementales. L'insalubrité de ces immeubles suscite également d'autres types de pathologies dont sont victimes les mêmes populations que j'ai évoquées, allergies, affections respiratoires, affections dermatologiques, etc. Donc il y a de toute évidence une géographie sociale et une géographie raciale de l'épidémie de saturnisme qui suit les contours des quartiers populaires et des populations les plus précaires. La reconnaissance de cette géographie sociale et raciale a été pour le moins lente, en particulier par les autorités. Qu'elle concerne principalement des populations subsahariennes a donné lieu dans un premier temps à des explications de type culturaliste, de la part des médias et des autorités. Le plomb, a-t-on entendu, se trouve dans les objets africains qui ornent ces logements, ou encore la structure des familles africaines concernées, familles nombreuses, etc., conduisait selon les autorités les enfants à être livrés à eux-mêmes. En fait, l'épidémiologie internationale comparative a battu ces allégations en brèche, a démontré qu'elles étaient fausses. Si en France, ce sont les Africains subsahariens qui sont affectés par ce mal, en Grande-Bretagne, il s'agit par exemple des enfants d'origine indienne ou pakistanaise, et aux États-Unis des enfants noirs. Conclusion, la culture n'y est pour rien. Le statut de minorité immigrée, la ségrégation spatiale et la position de classe y sont pour tout. D'ailleurs, selon les régions considérées, les immigrés ne sont pas les seules victimes du saturnisme. L'usine Métal Europe Nord, que vous connaissez, vous avez peut-être entendu parler, qui est située dans le nord Pas-de-Calais, qui a été mise en liquidation en 2003, produisait du plomb et du zinc depuis la fin du XIXe siècle. Et ceci a conduit depuis lors au rejet dans l'atmosphère d'importantes quantités de substances toxiques, plomb, cadmium, zinc, hydroxyde de soufre, etc., etc. Une série d'études menées dans la région démontre que 10% des enfants de cette région présentent une plombémie qui est supérieure à la norme. 36 salariés de l'usine Métal Europe, cette même usine donc, sont victimes de saturnisme à la fin des années 90, etc. Donc les immigrés ne sont, selon les endroits, pas les seuls concernés. Mais c'est sans doute en contexte post-colonial, aujourd'hui, que les inégalités écologiques, en général, et le racisme environnemental en particulier, revêtent leurs formes les plus aiguës. Dans une tribune parue en juin 2007 dans le Washington Post, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, parle du conflit du Darfour. Et il affirme, Ban Ki-moon, que le conflit au Darfour est lié à des paramètres climatiques ou environnementaux. Ce n'est pas un hasard, dit Ban Ki-moon, si les violences de ce conflit donc, ont commencé en période de sécheresse. Comme tous les conflits postcoloniaux, la guerre au Darfour est la résultante évidemment de plusieurs facteurs qui sont complexes et qui sont inextricablement mêlés. Mais disons sur ce point, au moins Ban Ki-moon a raison, c'est que l'écologie du conflit, les dimensions environnementales du conflit, est déterminante pour comprendre à la fois le déclenchement et le déroulement. Alors un mot sur ce conflit du Darfour pour faire ensuite une comparaison avec les cas précédents. Le Darfour est composé à l'origine de clans divers. Certains sont nomades, d'autres sont sédentaires. Cette distinction entre nomades et sédentaires étant cruciale pour comprendre la structure sociale de cette région. Pendant longtemps, la cohabitation entre nomades et sédentaires s'est faite sans problème particulier, sans erreur majeure, disons. Les fermiers sédentaires du clan Four, Darfour ça signifie maison des fours, les fours étant la principale ethnie de la région, ou l'une des principales, autorisant les nomades, ceux en particulier d'une tribu qui s'appelle les Bagara, à paître sur leurs terres, plus ou moins normalement et tranquillement. Mais à partir des années 70, une série de phénomènes climatiques et environnementaux extrêmes va bouleverser considérablement la structure sociale du coin et les arrangements existants entre les différentes tribus.
Le Sahel, vous vous en souvenez peut-être, est alors victime de terribles sécheresses entre 1982 et 1985 en particulier. La déforestation s'accélère, 600 000 hectares de forêt sont perdus chaque année de 1990 à 2000, 600 000 hectares de forêt. La désertification, l'érosion des sols, une pluviométrie en baisse conduisent au déclin de la production agricole. En même temps que l'eau va se raréfier, la population du Darfour augmente, elle passe de 1 million d'habitants en 1956 à 7,5 millions d'habitants en 2008. Donc population qui augmente drastiquement. Ces phénomènes climatiques extrêmes forcent les groupes en présence à s'adapter dans un contexte de raréfaction des ressources. Les pâturages ou forêts accessibles aux nomades se réduisent du fait de la désertification, ce d'autant plus que les fermiers, eux-mêmes sous pression, eh bien, vont de plus en plus rechigner désormais à donner accès à la propriété aux nomades. Et ceci les conduit donc à se sédentariser. Les tensions se multiplient autour de terres toujours moins productives et on comprend progressivement la suite. Des facteurs extra-environnementaux vont entraîner également une radicalisation du conflit. Le Darfour, comme l'Est et le Sud du Soudan, est une région qui est historiquement pauvre, qui est exclue du partage du pouvoir et des richesses, qui sont principalement, comme vous le savez peut-être, concentrés autour de Khartoum. De nombreux conflits pendant la guerre froide ont rendu les armes assez aisément disponibles dans cette région de l'Afrique, ce qui permet donc aux belligérants de s'armer, etc. Résultat, le conflit occasionne entre 300 000 et 500 000 morts, ainsi que 2,5 millions de réfugiés. Certaines estimations sont un peu inférieures, elles tournent autour de 150 000, 200 000 morts. Quoi qu'il en soit, la violence guerrière proprement dite, la violence par les armes, n'est responsable que d'environ 25-30% des morts. Les maladies et la malnutrition, qui résultent notamment des déplacements de population et des conditions de vie, étant la cause du reste de la mortalité. Donc la dimension climatique environnementale de ce conflit est absolument cruciale pour le comprendre. En même temps, il n'est pas du tout question de soutenir que la dimension ethnique ou la dimension ethno-raciale du conflit n'existe pas ou qu'elle est une pure invention des médias. Autrement dit, au Darfour, les ethnies, elles existent bel et bien, et ce pour une raison simple, c'est qu'elles ont été créées par les colons britanniques au moment où elles sont arrivées. Un sultanat existe au Darfour depuis le milieu du XVIIe siècle. Les Britanniques arrivent. C'est donc une région qui est colonisée par les Britanniques. Les Britanniques prennent possession de la région à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. La période proprement coloniale au Soudan va durer de 1916 à 1956. En arrivant, les Britanniques instaurent un système de droit de propriété du sol qui attribue des portions de terre à certaines ethnies, mais pas à d'autres. Ce système va permettre, d'une part, de contrôler les populations locales. Les tribus du Darfour s'étaient opposées à la conquête britannique avec force et détermination. Et ce système d'attribution de terre va permettre, d'autre part, d'en tirer un profit économique, par l'entremise de l'impôt notamment. Donc une première cristallisation, ce qu'on peut appeler une cristallisation des ethnies, se fait sur la base de la propriété foncière, sur une base de classe, qui va opposer désormais les nomades, entre guillemets, aux sédentaires, ceux qui se sont vus attribuer une terre et les autres. Sous l'impulsion du colonialisme anglais, tout ceci. Et le conflit actuel, ça n'est rien d'autre qu'une lointaine conséquence de ce système ethno-racial qui a été instauré par les colons. Ban Ki-moon, je reviens à lui et je conclus sur le Darfour, affirme du Darfour qu'il compte au nombre des conflits qui ont des causes écologiques qui sont perçues comme ethniques. C'est ce que dit Ban Ki-moon. Donc le Darfour compte au nombre des conflits qui ont des causes écologiques sous-jacentes, imperceptibles, qui sont perçues en fait comme ethniques. Sur la base de ce que je viens de dire, on peut affirmer que Ban Ki-moon a d'une certaine manière à la fois raison et tort. Il a tort parce que les ethnies sont l'objet d'une très longue histoire au Darfour qui remonte à l'époque coloniale et qui a rendu ces ethnies réelles et disposant d'une sorte d'efficacité politique réelle avec le temps. En même temps, Ban Ki-moon a raison parce que cette histoire coloniale et postcoloniale de très longue durée entre en collision en ce moment même, à partir, disons, du dernier demi-siècle, avec des phénomènes climatiques et environnementaux extrêmes qui ont conduit à une cristallisation et à une radicalisation des identités ethniques qui a conduit à ce conflit. Donc ce conflit, c'est le croisement de causes, disons, d'ordre ethno-racial d'un côté, qui relève de l'histoire coloniale de longue durée, et d'autre part, de causes environnementales qui ont trait au changement climatique et au changement environnemental. J'essaie à présent de généraliser un peu.
Dans l'acception que je me propose de leur donner ici, les inégalités écologiques, dont le racisme environnemental est une forme parmi d'autres, leur renvoient à une idée simple. C'est que le capitalisme, et plus généralement le monde moderne, à la fois suppose et génère des inégalités dans le rapport à l'environnement des individus et des groupes d'individus. Si, comme le dit Karl Marx, le capitalisme et la modernité sont un rapport social, eh bien ce rapport intègre à sa logique la nature et l'environnement. Autrement dit, pour utiliser un vocabulaire contemporain, l'intersection entre la dimension de classe, la dimension de race et la dimension de genre, eh bien, doit être complétée par une quatrième dimension, qui est une quatrième logique, et qu'il faut de plus en plus prendre en considération, qui est la logique environnementale, les inégalités qui sont générées par le rapport différentiel à l'environnement. L'ordre et la prépondérance de l'une ou de plusieurs de ces logiques que je viens d'évoquer sont à chaque fois spécifiques, et sont à chaque fois à déterminer, disons, concrètement. Parfois, les inégalités écologiques se mêlent à d'autres, au point d'être difficile à distinguer d'autres types d'inégalités. Dans d'autres cas, elles expliquent d'autres inégalités, comme lorsque ce qui apparaît comme, de prime abord comme étant des inégalités ethno-raciales est en réalité sous-tendu par d'autres types d'inégalités, par exemple environnementales. Dans d'autres encore, elles aggravent des logiques inégalitaires qui trouvent leur origine ailleurs. En somme, l'élément important, c'est que les inégalités à l'époque moderne ont une dimension cumulative, ont une dimension auto-renforçante. Alors, à y regarder de plus près, je ne vais pas tarder à conclure pour qu'on puisse discuter, évidemment. À regarder de plus près, il existe plusieurs types d'inégalités environnementales. J'en évoque quelques-unes et puis ensuite j'arrête pour qu'on puisse discuter. Une première sorte d'inégalité environnementale, c'est celle qui s'exprime à Warren County ou à South Central, dans les exemples que j'ai donnés. C'est que les différents secteurs de la population ne sont pas égaux face aux conséquences néfastes du processus industriel, de la production économique et du développement. Autrement dit, plus on est pauvre, noir, issu d'une minorité ethno-raciale, femme, ou les trois à la fois, et plus on a des chances de subir les effets nocifs de ce processus industriel. Les déchets toxiques sont un exemple d'effet de ce type, mais il y en a d'autres, comme la pollution de l'air, que j'ai évoqué, ou encore le saturnisme, j'ai donné un exemple à ce propos, chez les enfants récemment immigrés en France. Bien sûr, les classes populaires, les classes subalternes ne sont pas toujours et partout les premières victimes des nuisances environnementales. Par exemple, les centres-villes, dans lesquels vit une portion significative des élites européennes, des bourgeoisies européennes, sont par exemple considérablement affectés par la circulation automobile, comme vous le savez, et par ses conséquences à cette circulation automobile en matière de qualité de l'air. Il peut arriver que les élites soient aussi victimes d'inégalités environnementales allant en ce sens. Mais la logique du système implique que les classes populaires, les minorités ethno-raciales en particulier, sont les principales victimes de ces nuisances, toutes choses égales par ailleurs. Les inégalités écologiques concernent, deuxième point, ce qui n'est pas la même chose, l'accès aux ressources qu'offre la nature. L'accès aux ressources. Que ces ressources soient, disons, brutes, ou qu'elles soient mêlées à des dispositifs techniques. Et ces ressources sont elles-mêmes de deux types. D'abord, les biens naturels élémentaires, comme l'eau et les sources d'énergie, bois, charbon, pétrole, etc. C'est ce que certains appellent les services publics de l'environnement, et qui sont l'objet d'un rapport inégalitaire, là encore. Un exemple, ce qu'on appelle parfois la pauvreté énergétique. La pauvreté énergétique. La pauvreté énergétique, c'est un phénomène très commun dans les grandes villes européennes aujourd'hui, mais ailleurs aussi, se définit par l'absence de moyens de se chauffer, ou par la toxicité anormale de combustibles ou d'installations, de chaufferie, etc., employées pour se chauffer, qui augmente par exemple le risque d'accident. Un cas d'école de pauvreté énergétique, aujourd'hui en Europe, c'est la Grèce, Athènes en particulier. Je développe cet exemple pour bien préciser ce que j'ai à l'esprit. À Athènes, aujourd'hui, 1 000 € par an sont nécessaires pour chauffer un appartement de superficie moyenne au fioul. Il n'en faut que 250 pour chauffer ce même appartement au bois. La paupérisation de la population, du fait de la crise, conduit de nombreux Grecs à choisir la seconde option, donc le bois. Ceci a conduit à une augmentation vertigineuse des coupes illégales de bois et à donc une accélération de la déforestation. Du fait des mesures d'austérité qui sont supposées redresser les finances du pays, le nombre de gardes forestiers a été réduit, facilitant d'autant les coupes de bois illégales. La Direction générale à l'environnement de l'Union européenne, donc cette même Union européenne qui impose les mesures d'austérité
à la Grèce, s'est alarmé de cette accélération de la déforestation et a invité le gouvernement grec à prendre des mesures qui s'imposent. D'un point de vue général, on estime que la pollution de l'air à Athènes a augmenté de près de 17% depuis le début de la crise, du fait en partie de l'accroissement du chauffage au bois. Donc vous voyez bien la relation entre une crise économique et une crise environnementale qui s'aggrave. Dans le cas de la Grèce, on pourrait évidemment en citer d'autres. Ce qui vaut pour la Grèce vaut aussi pour la France. Vous savez peut-être qu'en France, en 2012, 230 000 foyers ont vu leur abonnement à l'électricité ou au gaz annulé, purement et simplement, en raison de leur incapacité à payer les factures. 230 000 foyers en 2012. C'est 20% de plus qu'en 2012. Là aussi, on voit la manière dont une crise économique peut avoir des effets énergétiques, environnementaux et inversement. En plus des biens naturels dits élémentaires, il faut prendre en considération les biens naturels dits secondaires. Parcs naturels, paysages, lacs, forêts, ce qu'on appelle, comme je l'ai dit, les aménités. L'accès aux aménités des populations est lui aussi très inégalement distribué dans la population. Il est clair, bien sûr, que toutes les aménités ne sont pas localisées dans des quartiers riches. Les quartiers populaires se trouvent parfois à proximité d'une forêt ou d'un lac. C'est par exemple le cas de la cité de la Coudray, que vous connaissez peut-être, à Poissy, dans les Yvelines, dans la banlieue parisienne, qui est l'une des cités en grande difficulté de la région. Dans cette cité, la dégradation du bâti et les problèmes sociaux ont conduit les autorités à déclencher un plan de rénovation urbaine. Les habitants se sont opposés à ce plan de rénovation urbaine, vous en avez peut-être entendu parler, c'était dans la presse il n'y a pas si longtemps, car les habitants de cette cité sont attachés à leur quartier. Ils se sont organisés et ont contesté ce plan de rénovation efficacement, permettant qu'il ne soit pas mis en place, permettant en tout cas à éviter la destruction de la cité, destruction plus récente. Or, l'un des facteurs qui explique l'attachement des habitants à leur cité, lorsque leur question leur est posée, c'est la proximité de la forêt de Poissy. La forêt de Poissy dans la proximité. Et la forêt de Poissy, donc, constitue une sorte de service public de l'environnement, une aménité qui est intégrée à la structure de leur vie quotidienne. Pour autant, même s'il existe des exceptions de ce type, il est clair que la présence d'aménités est corrélée à des paramètres socio-économiques. Une enquête de l'INSEE, donc de l'Institut national des statistiques, sur le logement, qui est menée au début des années 2000, révèle ainsi que seuls 36% des habitants des zones urbaines sensibles, les US, ont une opinion positive des espaces verts à leur disposition. Je rappelle, c'est un chiffre assez marquant, seuls 36% des habitants des zones urbaines sensibles ont une opinion positive des espaces verts qui sont à leur disposition dans leur quartier, soit 2 fois moins que la moyenne de la population nationale. Quelle est l'explication? Elle est simple. C'est que le nombre et la qualité des espaces verts dans un quartier sont liés à l'état des finances publiques d'une commune, d'une région. Plus une commune est riche et plus elle peut consacrer de l'argent à la construction ou à l'entretien de l'environnement et des espaces verts du quartier concerné. Et par ailleurs, la présence de ce type d'espace tend à faire augmenter le prix du foncier et donc à exclure les ménages pauvres. Donc là encore, on voit la corrélation entre crise économique, inégalité économique et qualité de l'environnement qui se trouve dans un quartier donné. Quatrième point, et ce sera mon dernier, c'est que les inégalités écologiques, elles concernent également l'exposition différentielle des populations aux risques naturels, mais aussi aux risques industriels. Explosion d'une usine chimique, par exemple, rupture d'un barrage, inondation, dissémination d'OGM, tremblement de terre, épidémie, tout ça, ce sont des catastrophes ou des risques naturels et industriels qui sont étroitement corrélés à des caractéristiques socio-économiques et ethno-raciales. C'est ce que démontre par exemple, ce sera mon dernier exemple, l'explosion dramatique, tragique de l'usine AZF en septembre 2001 dans la région toulousaine. Cette catastrophe, l'explosion de l'usine AZF en septembre 2001 donc, donne lieu, comme vous vous en souvenez peut-être, à une trentaine de morts et à des milliers de blessés. 27 000 logements sont affectés par l'explosion, dont plus de 15 000 logements appartiennent au parc HLM de la ville. Après l'explosion, donc fin 2001, début 2002, les bâtiments les plus saillants et les plus célèbres de la ville, comme le Palais des Sports ou le Stadium, sont rapidement reconstruits, très rapidement reconstruits. Les quartiers populaires qui sont adjacents à l'usine qui a explosé doivent au contraire pour certains attendre plusieurs jours ou semaines même pour que les secours arrivent et de longs mois pour que les assureurs acceptent de rembourser les dégâts qu'ont subis leur habitation. Et ceci a donné lieu dans le quartier populaire à forte concentration immigrée, vous connaissez le Mirail, à un mouvement connu, très fécond, très intéressant, qui est le mouvement des 100 fenêtres. Vous êtes
peut-être entendu parler des sans fenêtres. Pourquoi sans fenêtres? Ceux dont les fenêtres ont volé en éclats dans l'explosion, et qui sont demeurés sans fenêtres parce que les fenêtres en question n'ont pas été remplacées pendant de longs mois, faute d'assurance, faute d'arrivée des secours ou d'entreprises capables de le faire. Le mouvement des sans fenêtres. Et ce mouvement des sans fenêtres, même si en France il n'est pas présenté de cette manière-là, c'est un mouvement qui présente un air de famille très marqué avec le mouvement pour la justice environnementale aux États-Unis que j'ai évoqué. Comme vous le savez, en France, il y a une absence de statistiques dites ethniques qui empêche, entre autres choses, de déterminer qui précisément ont été les victimes de l'explosion de l'usine. Une des conséquences de l'absence de statistiques ethniques, c'est que les victimes, c'est les victimes en général. On ne sait pas qui. Mais des données recueillies par des sociologues sur le terrain, des sociologues qui ont fait de l'observation participante, qui se sont rendus sur les lieux sur le moment, permettent toutefois d'entrevoir l'ampleur du racisme environnemental à l'œuvre à cet endroit-là, et dont ont été victimes les minorités non raciales. Un sociologue observe par exemple qu'une pétition d'habitants du Mirail, donc de ce quartier populaire, adressée à la mairie, par 70 locataires du Mirail, contient plus d'une moitié de noms à consonance arabe. Donc en faisant de l'observation de terrain de ce type, en l'absence de statistiques ethniques, on peut quand même voir quelles sont les inégalités environnementales et raciales à l'œuvre dans ce contexte. En fait, les inégalités sociales et les inégalités raciales sont le fruit d'une très lente histoire et lente sédimentation à Toulouse. Dès les années 20, un pôle chimique auquel appartient l'usine qui va exploser s'installe au sud-ouest de la ville. Au cours des décennies, l'espace entre le centre de la ville et ce pôle chimique se comble de logements et d'habitants, et notamment bien sûr d'une main-d'œuvre immigrée, de provenance immigrée, qui est pour une bonne part en provenance du Maghreb. Et le quartier du Mirail, dont il est question, où se trouve donc le mouvement des sans fenêtres, va y être construit dans les années 60, donc au contact immédiat du pôle chimique, donc en première ligne en termes de risque qui va se réaliser et s'avérer en 2020. Les quartiers bourgeois, de leur côté, sont séparés de ce pôle chimique et de l'usine en particulier par des parcs naturels, par des forêts. Donc ils sont à distance et n'ont pas subi ou moins subi l'explosion d'AZF. Donc ce sera mon mot de la fin. Cette explosion d'AZF, comme l'ensemble des exemples que j'ai cités, est comme une sorte de résumé tragique de l'histoire industrielle et de l'histoire migratoire de la ville. Comme les autres exemples que j'ai cités, et d'autres exemples que j'aurais pu citer, par exemple le cas de l'ouragan Katrina à Nouvelle-Orléans en 2005, eh bien, il s'agit, ces événements tragiques, d'une sorte de synthèse ou de résumé de l'histoire sociale et de l'histoire raciale de ces régions. Donc ces inégalités environnementales captent ou permettent d'appréhender aussi quelque chose des inégalités qui sont à l'œuvre dans nos sociétés modernes et qui le sont hélas de plus en plus. Voilà, je vais arrêter là. C'est la discussion. Merci.